Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour décrypter un cas d'investissement à travers notamment le prisme de l'analyse fondamentale. Le gérant qui est avec nous ce soir, c'est Tom Schoenenberger. Bonsoir Tom. Bonsoir Grégoire. Et le cas que nous développons avec vous, Tom, c'est celui de On Running ou On Holding, je crois, qui est le nom de la société cotée, société suisse. Donc, et pour ceux qui aiment courir le week-end ou qui aiment la mode lifestyle, pour dire les choses, je pense que On, effectivement, est une des marques qui a connu une des trajectoires de croissance les plus impressionnantes dans l'univers de la basket. Au départ, c'est 4-5 dernières années peut-être, Thomas. Ouais, alors tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que vos téléspectateurs l'ont très bien vu. Donc c'est cette marque de chaussures suisse avec un look, une silhouette très atypique avec ses clouds ou ses trous dans la semelle. C'est les alvéoles, c'est ça. Grosse semelle. Tout a des grosses semelles maintenant dans le running. Oui. Avec des alvéoles, c'est ça. Et ils appellent ça des clouds. Des clouds. Ouais, okay. des petits nuages. Ouais. Et pour dire la vérité, l'histoire elle commence en 2005. Donc l'invention des clouds, et c'est un triathlète du nom d'Olivier Bernard qui se blesse lors d'un entraînement, et comme tous les athlètes, il peut pas s'empêcher de courir. Donc il va dans son garage, il décide de déchirer la semelle de sa paire de Nike et d'y coller des tuyaux d'arrosage. Ah. Et en fait, ça lui prend 3 ans. Pour une question d'amorti, c'est ça? Il se dit que ça va mieux amortir les chocs? Apparemment. Enfin, c'est son idée, quoi. En tout cas, c'est son idée, et ça lui prend 3 ans à développer un prototype. Il va approcher Nike avec son premier prototype, et il décrit la sensation comme courir sur des nuages, running on clouds. Et Nike va complètement refuser. Ils voient pas le concept, et donc ils vont refuser de l'aider à commercialiser ce concept. Ça, c'est au milieu des années 2000, alors. Hein. C'est ouais, début alors, 2005. On est 2009, en fait. Ah ouais, c'est ça. 2009, donc c'est ce refus qui vraiment lui donne envie de monter sa boîte, quoi. De monter sa boîte. Il s'associe avec son agent de l'époque, il s'associe avec un ami, David Aleman, et ils fondent à Zurich On Holding. Ils sont 3 encore là, 3 encore au management et activement, hein, c'est ça. Ils sont encore les 3 à la tête de la boîte, ils ont tous encore la peau dans le jeu, effectivement. D'accord. Quelle est la stratégie qu'ils ont épousée dès le départ, justement, pour se confronter à Nike, ou Adidas, ou les 2-3 gros géants du secteur dont on pensait qu'ils avaient verrouillé peut-être pour des générations encore le marché de la sneakers et du running? Ouais, alors pour ça il faut aussi remonter un tout petit peu pour remettre le contexte. Les années 2000, les années 2010, les 3 marques qui dominent le marché, c'est évidemment Nike, Adidas, Puma, et il y a quelques challengers comme Lululemon, Under Armour. Ouais. Et en fait, c'est Nike qui va leur permettre de commencer à monter en puissance, puisque en 2017, ils décident de refocaliser 100% de leur stratégie sur le D2C, donc la vente directe aux consommateurs. Donc Nike sort des outlets, sort des... Ils vont pas sortir complètement, ils vont laisser le champ libre. En tout cas, ils vont créer d'autres marques. Ils vont créer des trous béants dans les étalages, et donc ça va permettre à des marques comme Oka, On, de commencer à se prouver. Et ça fonctionne très bien parce que les chaussures en fait plaisent énormément. Elles attirent le client dans le magasin avec le look atypique, et une fois mis au pied, ça convertit rapidement. Et d'ailleurs, ça ne convertit pas que les consommateurs. Non, mais déjà, l'aspect technique, c'est quelque chose effectivement qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une vraie promesse technologique, j'ai envie de dire, qui fait qu'on cible quand même des gens qui sont d'abord, des gens qui courent pour de vrai, avant de s'étendre peut-être à un marché un peu plus large qui est celui du lifestyle. C'est quoi le positionnement qu'ils veulent avoir là? Alors au début, en vrai, à vrai dire, c'est pas, le positionnement est pas très clair. En fait, ils vendent les chaussures là où ils peuvent. 2017, ils font 63 millions de ventes. C'est vraiment une marque de niche, mais ça séduit des personnalités des grands comme noms. Roger, une petite figure du tennis, Roger Federer. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que 2017, il est en plein renouvellement de contrat avec Nike. Le management on entend parler à travers des amis en commun, et ils l'approchent, et ils vont pas l'approcher comme on approche un Michael Jordan. Ils vont lui dire, on va pas te donner 50 millions d'euros, c'est toi qui vas nous donner 50 millions, tu vas prendre 3% du capital, et ça met la marque en orbite, quoi.
Et il joue le jeu, Federer. Oui. Ah oui, d'ailleurs, il est actionnaire. Il est actionnaire, il est encore actionnaire aujourd'hui. Il a 3% du capital et il a sa propre marque, ses propres modèles d'ailleurs. Est-ce que On leur a rendu plus riche que le tennis ou pas C'est une vraie question. Je pense que ça s'équilibre, mais c'est vrai qu'à l'entrée en bourse, ils en font de Federer un milliardaire. À ce avec quelques pourcents du capital. Exactement. Où est-ce qu'en est l'entreprise aujourd'hui? Comment la stratégie peut-être s'est consolidée? Elle s'est peut-être précisée aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de l'état des lieux de l'entreprise On aujourd'hui, partant au tournant des années 2015-2017, des quelques dizaines de millions d'euros ou de francs suisses de chiffre d'affaires qu'il fait, Tom? Alors aujourd'hui, la boîte elle est cotée à New York, donc c'est leur plus gros marché aux États-Unis. Ils font 9 milliards de francs suisses de capitalisation pour 3 milliards de chiffre d'affaires cette année. Donc le parcours a été complètement fou. Stratosphérique, Stratosphérique. Et d'ailleurs, depuis la pandémie, ça croît à une vitesse plus rapide que certaines boîtes de logiciels, notamment Palantir. Donc c'est en taux de croissance annuelle composée, c'est supérieur à un Palantir, donc c'est au-delà de 40%. Oui, tout le monde s'est mis au running post-Covid, quoi. Ils ont bénéficié aussi de cette espèce de besoin de retrouver l'extérieur, l'outdoor, d'aller courir, j'imagine. Exactement. Ils sont arrivés pile au bon moment, quoi. Ils sont arrivés pile au bon moment et aussi un moment où les grandes marques ont laissé un peu de place. Ils ont ouvert la brèche. Et puis effectivement, le lifestyle depuis le Covid. Tout le monde est en basket, en fait. Bien sûr. Même avec des costards. Jogging et basket, maintenant, c'est le nouvel uniforme. C'est quoi les facteurs clés de succès là, dans la stratégie de On aujourd'hui, justement? Alors, eux, ils ont un positionnement premium. Une paire de baskets lifestyle chez On, ça commence à 150 € et ça peut aller jusqu'à 550 € la paire. Donc, ils ont une paire avec l'OEV, la marque de Bernard Arnault. Du coup, les facteurs clés de succès, c'est la désirabilité dans un premier temps. Ensuite, la performance, donc il faut apporter quelque chose, et l'innovation. La désirabilité, je dirais, c'est un peu le pricing, mais c'est aussi les égéries. Roger Federer, ils ont aussi séduit Zendaya, une des plus grandes influenceuses du moment, et aussi au niveau sportif, c'est beaucoup d'égéries. La semaine passée, Hélène Aubry, qui est une coureuse de marathon, elle a gagné le marathon de New York avec On au pied. On au pied, et d'ailleurs c'est leur dernier modèle, qui est un modèle imprimé en 3D. Et ça forcément ça porte la marque. Bien sûr. Il y a besoin d'avoir l'aspect performance quand même pour une marque comme celle-là aujourd'hui dans ce monde du running. Vous parliez de la croissance, une croissance organique plus importante que celle de Palantir sur les dernières années. C'est quoi les perspectives? C'est quoi la feuille de route? Sur quel type de perspective est-ce que le management de On guide aujourd'hui les marchés, les investisseurs? Alors, eux, ils sont sur un cycle, on va dire, de 3 ans qui a commencé en 2023. Ils visent à doubler le chiffre d'affaires tous les 3 ans, tous les 3 à 4 ans. Et ils sont en avance sur leur objectif complètement. Et du coup, ils ont une stratégie, franchement, où tout fonctionne sur toutes les géographies. Donc, ils s'appuient, ils essaient de modérer la croissance à un rythme qui est manœuvrable, on va dire, autour de 25-30%. Pour maintenir justement cette désirabilité, vendre les chaussures à plein prix et faire minimiser les promotions. Ils sont présents sur toutes les géographies aujourd'hui. Marché américain, forcément leur plus gros marché. Derrière, tout de suite, c'est l'Asie, j'imagine. Non, c'est l'Europe d'abord. L'Europe d'abord. Ouais, l'Europe d'abord. Et puis ils sont très présents dans la partie germanique. Mais les pays en croissance aujourd'hui, c'est la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne. Et il y a encore un boulevard devant eux en Europe. Et d'ailleurs en Asie aussi. Ils viennent d'ouvrir aujourd'hui leur premier magasin à Séoul. En Chine, c'est la seule marque qui accélère par rapport à Nike, qui a une baisse à 2 chiffres cette année, pour un marché du sport qui est finalement peut-être en léger repli cette année. Bon. Le point faible, c'est quoi? Parce que oui, la désirabilité, tant que ça fonctionne, etc. Mais c'est aussi un marché de mode. J'imagine, Tom, comment ils appréhendent ce point-là, ou vous, en tant qu'investisseur actionnaire, comment vous suivez cette capacité à toujours être dans le bon train, quoi? Ouais, alors évidemment, le plus gros risque avec des sociétés comme ça, enfin des business comme ça, c'est le passage de mode. Alors moi, on parle du passage de mode depuis 2021 sur On. C'est vrai. Donc eux, ils le gèrent très bien. De nouveau, ils sont très sélectifs dans les distributeurs avec lesquels ils vont rentrer en partenariat. Et aussi, ils vont rester innovants. Donc, je parlais des chaussures imprimées en 3D, et ils continuent d'innover et d'améliorer justement aussi leur technologie de cloud.
Qu'est-ce que vous aimez bien dans ce dossier chez Clartan? Et effectivement, j'imagine quand on achète du On Holding, en l'occurrence à New York, on achète de la croissance, on la paye combien, etc. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce cas d'investissement-là aujourd'hui? Alors, je commencerai chez Clartan, on aime beaucoup la gouvernance, management. On aime les fondateurs qui ont encore la peau dans le jeu, qui ont des ambitions déclarées et très claires. Et on aime aussi quand on a une vue un peu divergente à moyen terme par rapport au marché. Donc le marché aujourd'hui, il oublie complètement la croissance au-delà de 2027. Ce qui, si on parle au management, ce ne sera pas le cas. Et il oublie que les marges vont potentiellement doubler d'ici la fin de la décennie. Savoir que eux, que On a des marges brutes qui sont du même acabit qu'un LVMH, qui sont supérieures à un Lululemon, à un Deckers, à un Oka. Et donc eux qui ont des marges opérationnelles de 20% contre On 10% aujourd'hui. Donc voilà, on a Le marché refuse de voir au-delà de 2027, quoi. Oui, aujourd'hui, complètement. D'accord. Le marché ne voit pas au-delà de 2027, ce que je comprends. Hein. On ne peut pas en faire un centre de portefeuille d'avoir des marques de chaussures, ça c'est clair. Mais pour un complément de ça se paye combien, alors, du coup, une boîte comme ça? Alors, l'année prochaine, ça se paye 40 fois. D'accord. Donc c'est honnête pour une boîte qui peut faire x4 en termes de profitabilité d'ici la fin de la décennie. Nike c'est 35 fois l'année prochaine et ils vont pas croître. Oui, je comprends. Oui, c'est pas délirant. Bon, le cas On, effectivement, à suivre de près encore pour les prochaines années. Merci beaucoup Tom d'être venu nous en parler. Merci. Tom Schonenberger, gérant chez Clartan Associés, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.